Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un domaine dont on entend beaucoup parler, mais qui peut être assez éloigné de nos pratiques numériques tant qu'on ne plonge pas dedans. Eh oui, on va parler no-code. Et bien entendu des liaisons de plus en plus fortes et productives entre le no-code et l'IA. On aborde ce sujet avec un pionnier du no-code en France, qui ne cesse pas de réinventer ses pratiques et ses partages. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger avec nous le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, alors sûrement un peu plus techniques aujourd'hui, et pourquoi pas politiques. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la radio des possibles. Cause Commune que vous pourrez retrouver sur cause-commune au singulier.fm, sur son app mobile. Bien sûr, vous nous retrouvez sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou un petit pouce bleu sur YouTube. C'est notre seule récompense, et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et... c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Sauf à n'être sur aucun réseau social, vous n'avez pas pu passer à côté depuis 2 ans de ce terme, no-code. Il est partout, il sature les encarts publicitaires. Alors il prend la forme d'un monsieur un peu étrange qui veut absolument qu'on quitte notre travail pour devenir développeur no-code. C'est normal parce qu'en fait lui il vend des formations sur le sujet. Ce n'est pas notre invité du jour du tout, ce n'est pas du tout la même veine. Mais le no-code ne date pas de 2022. Il est même probable que, comme Monsieur Jourdain, vous ayez déjà fait un peu de no-code. Le no-code existe depuis le début de l'informatique, en fait, et ça vise à supprimer la complexité du développement informatique pour réaliser des produits numériques. Par exemple, quand vous utilisez un CMS, un Content Management System, un système de logiciel qui fait l'intermédiaire pour créer des sites web, et ben ça vous permet de créer des contenus, des pages, qui vont être ensuite publiés sur le web. Ben vous faites du no-code, parce que vous utilisez une technologie ancestrale, le WYSIWYG. What you see is what you get. C'est ce que vous voyez que vous obtenez. Et donc l'interface, qui est l'interface que vous voyez et sur laquelle vous pouvez agir, elle va créer du code. Elle va créer du code sans que vous vous en aperceviez. Et donc c'est l'interface qui code pour vous, et vous faisiez déjà du no-code à ce moment-là. Bon, ça c'était dans les années 2000. Depuis, ça a un tout petit peu changé, notamment en 2010. Le no-code a pris une forme beaucoup plus poussée, avec des plateformes entièrement dédiées au fait de pouvoir créer des services numériques entiers sans coder une seule ligne. C'est le rêve de tout profil fonctionnel qui veut s'affranchir finalement de la technique. Bon, éventuellement aussi des techniciens qui vont avec. Non, c'est nos copains aussi, les techniciens. Je dis ça parce que moi, je suis plutôt fonctionnel, effectivement. Et puis désormais, il y a le couple magique no-code et IA. Alors, quand vous mettez face à face la multitude de plateformes et de méthodes no-code avec la multiplicité des services d'IA, vous avez un cocktail, alors certes détonnant, mais plutôt complexe à appréhender dans un premier temps. Heureusement pour nous, notre invité du jour est un fin connaisseur, un très bon guide dans ce domaine. C'est un pionnier du no-code. Il va nous dire quand est-ce qu'il a commencé, un passionné des automatisations qu'il permet, et désormais il complète ses cocktails avec des ingrédients IA pour maximiser les effets de ses développements et de ses pratiques. Bonjour Maury Fodé-Cissé. Bonjour. Salut, bienvenue en studio. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, parlez-moi d'IA, Maury. Mais bon, avant de nous parler d'IA, moi, je voudrais que vous me parliez de votre parcours. C'est quoi la première confrontation que vous avez eue avec le no-code et comment vous avez réagi? Vous vous en souvenez ou pas? Oui, complètement. Et en fait, c'était très, très jeune puisque je devais avoir 8-10 ans. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est mon père qui m'avait mis sur un logiciel obscur, sur Ubuntu, de logiciel libre pour créer ses premiers sites. Donc, on dit souvent que WordPress, c'est un peu l'ancêtre. Ben là, c'était encore l'ancêtre
de WordPress. Ça s'appelait Nvoo. Et j'ai créé comme ça mon premier site que je partageais dans la cour de récré. Un logiciel libre, on le note tout de suite. Oui. Parce qu'ici, nous, les logiciels libres, on aime bien ça, à cause commune. On est ensemble. Donc, vous vous êtes mis dans le coding tout de suite à 8 ans. Je suis tombé dans la marmite. C'est mon père qui m'y a mis. Et depuis, je continue à nager. Et à cet âge-là, c'est quoi votre premier fait d'armes? Enfin, c'est quoi le premier truc que vous ayez fait où vous pouvez vous dire « Putain, c'était pas mal quand même pour cet âge-là C'était vraiment un petit site à mon nom, hébergé sur un domaine free.fr gratuit à l'époque, où je mettais tous les trucs que j'aimais, les mangas que j'aimais, les petits jeux que j'aimais. Et je rassemblais tout et j'invitais tout le monde à venir partager. J'avais même mis un petit livre d'or et tout le monde laissait ses petits, dans la cour de récré, ses petits mots. C'était sympa. C'est cool ça. Et du coup, vous notiez effectivement l'activité sur le site et vous voyez que c'est... J'avais même un petit compteur à chaque fois qu'un visiteur entrait. Ah oui, le fameux petit compteur de visiteurs, c'est vrai, je l'avais oublié. Ouais, à l'époque, c'était trendy, il y en avait partout, j'adorais ça. Ah ouais. Très bien. Donc, alors, du coup, depuis, vous avez fait pas mal de chemin. Un petit peu avancé. Un petit peu avancé. Notamment, vous êtes formé, en fait. C'est votre formation aussi maintenant. Vous avez fait quelle formation, du coup, Maury? J'ai fait une école d'ingénieur après une prépa mathématique. Mais en réalité, j'ai toujours continué à me former sur l'informatique. C'était le site du zéro, ma grosse formation qui est devenue Open Classroom maintenant. Ouais. Et c'est là que j'ai appris en continu, quoi. Et donc là, vous avez appris quoi? Enfin, c'est quoi l'enchaînement logique qui... Ouais, une fois que j'ai utilisé ce petit logiciel, j'ai essayé de bidouiller un petit peu plus. Donc j'ai appris le HTML, le CSS. Ensuite, il y avait des jeux que j'aimais bien, mais qui étaient un peu plus complexes. Donc pour essayer de les reprendre, les recréer, j'ai appris un peu le PHP. Ouais. Et ensuite un peu de JavaScript pour rendre tout ça dynamique. Avant de découvrir les no-code et de me rendre compte que je pouvais faire en 10 minutes ce qui me prenait 3 jours, une semaine. Donc on note au passage quand même que déjà vous vouliez créer des jeux vidéo. Toujours, ma grande passion. Et puis, donc dans le courant de l'école d'ingé, vous avez déjà débuté en fait votre vie d'entrepreneur? C'est ça, 2e année. Le compte en banque était plutôt vide. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même codé depuis un certain moment et il serait peut-être temps de rentabiliser la compétence. Donc j'ai commencé à prendre quelques missions freelance. Et ensuite, j'ai eu la grande chance que dans mon école, on permettait en 3e année de faire une alternance sur sa propre entreprise, sur sa propre génial, startup. Création d'entreprise en alternance. Exactement. Et en fait, on avait 3 semaines par mois sur notre projet et 1 semaine de cours orienté entrepreneuriat. Et c'était vraiment top. Donc c'était là où vous avez fondé votre première société? Complètement. D'accord. Et puis déjà dans le no-code, cette société? Alors, pas du tout. Dans le dev? C'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler du no-code à travers un podcast qui racontait un petit peu comment Comet avait utilisé Bubble, justement, qui eux sont vraiment les pionniers qui ont montré qu'on pouvait monter à 1 million de volume d'affaires avec du no-code. Donc racontez-nous cette histoire. Comet, c'est une boîte? C'est une boîte, c'est une plateforme qui met en relation des freelance développeurs avec des entreprises. Et ils ont tout créé, ils ont démarré avec Bubble. Qui est un des outils no-code. Exactement. Dont on va parler, d'accord. Et il n'y avait aucun développeur technique. Ouais. C'est un peu le mythe fondateur du no-code, d'accord, c'est cette entreprise-là. Je sais que c'est leur histoire qui a lancé beaucoup de gens sur le logiciel. Tout le monde s'est dit c'est possible, quoi. Exact, c'était la preuve en fait. Et là, on est quoi? On est en 2018, 2017? On est quoi? Là, c'était 2019. 2019. Ouais, 2019. Donc là, on met les pieds dedans, hein, ça y est. On est dans le no-code. Ah ouais. Alors bon, j'ai essayé moi-même de définir un peu les choses en introduction de l'émission, mais c'est quoi finalement votre définition à vous du no-code? Moi, j'aime bien un peu séparer 3 aspects qui, en fait, dans le développement, sont naturellement séparés. Donc, on a l'interface visuelle, c'est tout ce qu'on voit, les boutons, on clique, on interagit. On a la base de données qui est derrière, ça on ne la voit pas, mais c'est vraiment ce qui structure et les bases, les fondamentaux de notre application. On va pouvoir stocké toutes les informations nécessaires à ce que tout tourne bien. Ouais. Et ensuite, ce qui fait vivre le tout, c'est la logique, ce qu'on peut appeler algorithme, mais qui fait peut-être un peu peur, alors qu'en fait, c'est pas trop compliqué. Mais c'est vraiment ce qui orchestre un peu les 2 parties. C'est les process derrière qui font tourner le tout, quoi. D'accord. Et du coup, là, on entend aussi parler de temps en temps de low-code. Ouais. Là, pareil, juste pour qu'on se mette un peu dans le bain, c'est quoi la différence entre no-code, où visiblement il n'y a vraiment pas une ligne de code ou très peu de code, vraiment 0,5, et le low-code?
Alors, dans le no-code, on va avoir justement, comme tu le dis, des briques qu'on va enchaîner les unes aux autres. Par exemple, si on est dans la logique, on va enchaîner nos briques logiques. Et si on est dans le visuel, on va mettre des blocs sur une page. Et la différence du low-code, en fait, c'est qu'une de ces briques peut être un bloc de code pour débloquer des choses qui n'auraient pas encore été prévues par les développeurs de l'outil no-code, qui nous permettent de prendre un petit peu d'avance et ne pas attendre qu'eux-mêmes le développent en développant pour nous-mêmes. On est encore beaucoup bloqué dans ce type de circonstances où on a besoin de se dire ce qu'ils me proposent dans la plateforme no-code, c'est pas tout à fait ce que je veux faire et du coup je vais un petit peu mettre les mains dedans ou demander à quelqu'un de mettre les mains dedans pour moi pour faire un petit bout de low-code. Ça arrive encore beaucoup. Ça reste quand même sur des usages bien précis où soit on veut pousser extrêmement l'expérience utilisateur, soit des petits cas. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, globalement, on peut très bien s'en sortir sur des plateformes. C'est un cas d'usage qui est maîtrisé, fait et refait. De la mise en relation, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Bon, encore une fois, merci à vous de nous guider dans cet univers du no-code. Donc, si on rentre un peu dans le panorama, justement, on a parlé de plateformes. En fait, c'est des plateformes qui viennent intermédier le besoin de la personne qui a envie de créer un service numérique, qui soit un site web, qui soit une application web, qui soit une gestion de base de données client, voilà. Et le produit en lui-même. Qu'est-ce qu'il y a comme principale plateforme sur le marché et est-ce qu'elles ont des différences? Pourquoi on va aller choisir plus une que l'autre? Vous avez commencé par nous parler de Bubble, par exemple. C'est quoi la caractéristique de Bubble? En fait, on a un peu deux types de plateformes. Donc, les trois différentes parties dont je parlais tout à l'heure, on a les plateformes qui font all-in-one, qui vont rassembler tout ça dans un seul outil. On a les plateformes plus modulaires qui vont se concentrer sur un aspect. Bubble, ce qui est super, c'est qu'avec, on fait l'interface visuelle, la base de données elle est gérée, et la logique fait qu'on peut faire une plateforme comme Airbnb de A à Z sur Bubble. Donc on fait les 3 dimensions. On fait les 3 dimensions d'un coup. D'accord. C'est intéressant cette triple dimension et d'avoir cet aspect-là de caractéristiques de l'application. D'accord. Ok. Et ensuite, on a des outils qui sont un peu plus modulaires, même si avec les dernières mises à jour, ils se rapprochent tous. Ils se rapprochent tous, ils essayent tous d'ajouter. Mais par exemple, on a Webflow qui, lui, se concentre sur l'interface visuelle et qui a un petit peu de base de données aussi. Ce qui fait que là, on est plus limité à des sites vitrines ou des blogs. Et un peu d'e-commerce aussi, non? Un peu d'e-commerce aussi. D'accord, Webflow, très bien. Et ensuite, on a pas mal d'outils qui ont démarré comme des pures bases de données, comme Airtable. Ils permettaient vraiment, je structure mes données. On parlait de CRM, de gestion de ses clients, gestion de ses utilisateurs, les données. Ça, pour avoir un truc un peu plus sympa qu'Excel, quoi. C'est exactement ça. Un truc un peu plus joli, un peu plus mignon. Et on a ceux qui sont spécialisés sur l'aspect logique et lier les outils entre eux, notamment avec Zapier, qui est un excellent point d'entrée. Mais on va rapidement vouloir passer à Make pour avoir plus de possibilités, plus de puissance. Et ensuite, pour les plus braves, on va pouvoir aller dans du N8N, où là, justement... Pour les chevaliers. Exactement. D'accord. On va pouvoir mettre un peu de blocs de code dont on parlait tout à l'heure. Donc Zapier, une petite gestion de workflow sympatoche, on va dire ça comme ça. Make, on est déjà un peu plus dans des recherches d'automatisation un peu plus fortes. D'ailleurs, il y a... Quoique Zapier aussi a beaucoup de connecteurs à différents services externes. Il y a même plus de connecteurs sur Zapier. C'est plus facile à prendre en main. Les points un peu... d'attention, ça va être que ça coûte rapidement très cher Zapier et on peut quand même faire des... Ah, parce que vous payez à l'usage du coup? On paye à l'usage. Ah oui. Tous ces outils-là, on paye à l'usage, sauf N8N, qu'on peut héberger soi-même et ça, c'est quand même un énorme avantage. Encore un truc open source, hein? Encore un truc. Alors, ils sont pas totalement open source, je crois. Ils sont plutôt faire source, faire share. Mais on peut quand même l'héberger. Et c'est franchement top. C'est pas des plateformes qui sont autosuffisantes. Elles savent aller chercher des ressources et des fonctionnalités ailleurs, dans d'autres applications. Et on va y revenir après en parlant d'IA. Mais elles savent se connecter à d'autres choses, à d'autres bases de données, à d'autres fonctionnalités. Complètement. Et d'ailleurs, c'est même l'usage principal. Elles peuvent être totalement invisibles pour les utilisateurs finaux. Mais si j'utilise au quotidien WhatsApp, si j'utilise Salesforce, mon CRM, et que j'ai besoin de connecter des outils entre eux, que certains fichiers arrivent dans mon drive, c'est là qu'elle brille, ce genre de plateforme. Et alors ça, merci encore une fois pour ce panel complet, parce que je sais que vous ne les utilisez pas tous, vous les connaissez tous très bien, mais vous ne les utilisez pas tous, vous avez des préférés en fait. C'est quoi vos outils de prédilection à vous? Alors un des outils d'ailleurs dont je n'ai pas encore parlé, c'est Notion. Oui.
Franchement, c'est presque devenu une religion pour certains. C'est ça. Alors, moi, en préparant l'émission, j'ai un peu cherché justement les différents outils. Notion, 100 millions d'utilisateurs. C'est énorme. C'est un truc de fou. Là où le suivant, dans les chiffres que j'ai, c'est Bubble avec 5 millions. Qui est déjà beaucoup aussi, mais de 5 à 100 millions, Notion bat tout le monde sur ce truc. Alors qu'est-ce que ça fait Notion ? C'est phénoménal. Notion, ils ont à vocation de devenir l'environnement de travail des entreprises. D'accord. Donc si on reprend les analogies un peu précédentes, sur Notion, on peut faire une interface visuelle d'un site assez rapidement, avec des boutons, avec des textes, des titres, des images. Et on a aussi une gestion des bases de données qui est très intéressante. Et en fait, c'est tellement paramétrable qu'on peut créer sa base de connaissances, son CRM, la gestion de toutes ces ressources dedans. On fait tout ce qu'on veut, on peut créer vraiment, et beaucoup de gens le font, son écosystème de travail où on va vivre dans Notion et tout va partir de Notion. D'accord. Et moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ensuite, je le connecte à N8N pour déclencher toutes mes automatisations, tous mes process, tout est stocké dans Notion. Et je peux le déclencher et le connecter à d'autres outils. Par exemple, quand je crée des chatbots, notamment à Telegram, pour que je puisse discuter avec des éléments de ma base Notion, que mon bot qui est piloté par N8N récupère la connaissance qu'il lui faut dans le Notion. Donc vous utilisez votre bot, j'essaie de retraduire pour que tout le monde ait bien compris, votre bot, donc c'est votre assistant, via Telegram, pour interroger votre base de données et vos données Notion et les fonctionnalités qui vont avec. Et si on prend un tout petit peu le temps aussi pour se redonner une définition de ce qu'on appelle automatisation, quand on dit je fais de l'automatisation, qu'est-ce que vous faites en fait ? C'est un terme assez large, mais nous, quand on le dit en général, j'ai une boîte d'automatisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, je vais accompagner une entreprise qui utilise un certain nombre d'outils digitaux comme Google Doc, Google Drive, et qui a certains process. Je dois copier-coller des données de mon Excel, les envoyer par mail à telle personne. Et en fait, nous, on va se charger d'automatiser la transition de ces données entre tous les différents outils pour abolir déjà le copier-coller et faire gagner du temps sur des tâches qui sont assez répétitives et finalement qui sont assez simples, mais qui demandent... disons un aspect manuel là où il n'y en aura pas forcément besoin. Et c'est là qu'on voit poindre un aspect important, c'est qu'il faut bien comprendre finalement ces processus et sa manière dont une information va traverser son système d'information pour arriver justement à l'automatiser. On démarre d'ailleurs souvent par des audits parce qu'en fait, si les processus ne sont pas maîtrisés, ça ne sert à rien de vouloir automatiser. Ou alors de se dire, je vais mettre en place de nouveaux processus et d'automatiser, c'est une perte de temps parce qu'on n'a pas éprouvé la qualité, l'efficacité de ces process. Voire on n'a pas épuré potentiellement aussi. En plus. On ne s'est pas demandé si tout ce qu'on faisait était vraiment utile. Est-ce que c'est vraiment pertinent ou est-ce que c'est juste parce que ça peut être automatisé, du coup je peux me permettre. Non, il faut vraiment faut que ce soit le plus concret, le plus connecté au métier. Donc no code, automatisation, allez, on fait le grand saut, on relie tout ça avec l'IA. Finalement, ça sert à quoi l'IA maintenant dans tout ça ? C'est-à-dire que vous étiez bien tranquille, vous les no-codeurs, sans l'IA. Vous vous débrouillez déjà très très bien avec vos processus, avec le fait de les automatiser, avec le fait de ne pas faire de no-code. Qu'est-ce que ça vient rajouter dans tout ça finalement ? Finalement, c'est vraiment une brique supplémentaire qui va débloquer des cas qu'avant on ne pouvait pas forcément faire. Par exemple, moi, pour ma formation, je vais pouvoir adapter le cours que j'ai déjà rédigé, que j'ai orchestré, qui est d'ailleurs sur mon Notion. Si je pose quelques questions à l'apprenant pour savoir d'où il vient, quel est son background, quel est son objectif, et je suis capable, grâce à l'IA, de prendre une brique, j'ai récupéré toutes les données de mon cours, j'adapte aux réponses de l'apprenant pour lui faire un cours sur mesure. Personnalisation du cours à partir d'un contenu générique. Exactement. Et on va y revenir sur votre formation, on va en reparler. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un LLM, un ChatGPT peuvent commencer à nous accompagner finalement dans la prise en compte d'un outil no-code ? Est-ce que je peux imaginer que... C'est très intéressant. En dialoguant avec... Complètement. Alors il y a quelques semaines, parce que ça va très vite, Gemini 2.0 est sorti. Et... je vous disais tout à l'heure que N8N, c'était pour les plus courageux. Ça fait un peu peur, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il est possible maintenant de faire gratuitement en plus, parce qu'ils ont mis la démo en open, c'est que je partage mon écran à Gemini. Carrément. Et
je lui demande, ok, mais en fait là, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais? Où je clique? Je suis perdu. Et il me débloque étape par étape. Ah oui. Ah, c'était impressionnant, ouais. Et d'accord, là, vous rajoutez la voix à ça, et vous avez un coach qui se penche sur votre épaule pour vous accompagner. Exactement, la voix et la vision, il voit exactement tout ce qu'on fait. Et donc, il sait le faire sur quel type d'outil? En fait, ça va être libre à nous de le prompter un peu comme on veut pour lui donner de la documentation de N8N. Mais techniquement, je peux lui donner la documentation de N8N. Oui, là c'est très centré N8N, d'accord. Mais ça pourrait marcher avec Bubble avec aussi? n'importe quel outil. D'accord. Avec n'importe quel outil. En fait, il a une connaissance assez approximative si je lui donne pas de directive. Donc, il va pouvoir faire des erreurs. Ouais. Mais maintenant, si je me dis, je veux le faire pour Bubble, je vais copier un peu la doc de Bubble, je le mets dans la prompt et ça marche très bien. On va y revenir juste après, mais quand on parle d'agents IA après, c'est-à-dire d'agents qui sont capables d'action, on voit bien la suite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui prend la souris, quoi. Et vous le guidez à la voix ou vous le guidez au prompt, et du coup, c'est lui qui va aller cliquer sur les différents éléments et vous proposer la suite. Et du coup, est-ce que ça facilite... Est-ce que l'interface langage naturel, elle vous aide en tant que dev? Peut-être vous pouvez me parler de... Moi, j'adore ce cas d'usage dont on a parlé pour préparer l'émission, où vous demandez, pour moi c'est vraiment extraterrestre, vous demandez à votre client via un bot en fait, de vous spécifier une fonctionnalité. Complètement. Comment ça marche ça? Complètement, parce qu'en fait quand on va spécifier un besoin, c'est à nous en tant qu'experts de poser les bonnes questions pour tirer les vers du nez du client. Et en fait, on va pouvoir mettre l'IA dans cette posture-là, une des postures que je préfère, qui n'est pas celle de ChatGPT où c'est moi qui pose les questions, c'est l'IA qui va poser les questions pour tirer les informations, suivre, réagir et avoir tout ce dont on a besoin pour ensuite dire « Ok, je suis capable d'estimer ton besoin, ça va prendre tant de temps, ça va te coûter tant. Est-ce que tu veux prendre un rendez-vous pour closer le deal ?» Et ça, vous n'avez jamais eu de mauvaise surprise sur ça? C'est-à-dire que où l'IA, donc c'est un GPT que vous avez monté spécifiquement pour ça, qui va aller tirer les vers du nez effectivement de votre client pour savoir ce qu'il veut faire et qui va l'interroger. Quand on sait à quel point ça peut être difficile entre humains, déjà, entre fonctionner les techniques de se parler et de trouver la bonne manière de conceptualiser, de formaliser un cahier des charges, il n'y a pas eu de mauvaise surprise? Il n'y a pas eu des trucs où en fait... Alors, pour justement pallier aux mauvaises surprises, il faut quand même donner un certain cadre et il faut savoir plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas que l'échange s'éternise parce que c'est là où l'IA a le plus tendance à dérailler un peu. Donc, en fait, on fait une première version assez rapide, 5 minutes, 10 minutes, qui va nous permettre d'avoir assez d'infos et ensuite de compléter en réel. Je n'ai pas encore atteint ce niveau d'avoir un parfait déroulé qui durerait 1 heure où tout serait... Donc vous essayez de faire quelque chose de court, c'est un peu votre tips du jour, c'est-à-dire que essayer de faire du court, et déjà avec ce qui est produit, ça vous aide à pas avoir justement à faire ces premiers éléments de brief. Donc ça, c'est dans l'offre Hero Squad, c'est votre offre principale d'accompagnement. Comment elle se passe exactement cette offre? C'est-à-dire qu'en gros, je viens et je suis une entreprise et je sens que j'ai des choses à automatiser, j'ai des choses à faire. Vous allez pouvoir m'implémenter des choses en no-code pour que je puisse, in fine, après aussi peut-être un peu rester autonome aussi dans ma manière de gérer les choses. Comment vous faites pour m'accompagner? Ça commence par un petit appel rapide, 15 minutes, 30 minutes, où justement je vais poser des questions. Donc il y a aussi sur le site, on peut démarrer, donc c'est l'IA qui pose les questions pour qu'ensuite tu reprennes. Mais ça va me permettre de vraiment identifier, on va dire, les cas d'usage qui ont un fort retour sur investissement. Parce que souvent, il y a plein de choses qui sont possibles, on pourrait avoir envie de tout faire, mais il faut voir combien on gagne de temps, combien on gagne d'argent pour justifier la dépense. Vous ne faites pas pour faire, vous avez envie d'apporter une valeur à ce qui va être délivré. Et donc pour moi, c'est crucial. Vous ciblez des choses à forte valeur ajoutée derrière. C'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous accompagnez quel type de clients? Parce que j'ai vu qu'il y avait, par exemple, vous aviez déjà un peu développé une 50aine de fonctionnalités un peu templates, donc réutilisables, et qu'à chaque fois, finalement, vous cherchez les fonctionnalités templates les plus porteuses de valeur. Vous avez déjà travaillé avec quel type de domaine d'activité comme ça Essentiellement, actuellement, ça va être des agences, que ce soit de développement web, marketing, SEO ou des formations. D'accord. Parce que ce sont des process à chaque fois dans les agences et dans les formations, c'est un peu 2 branches différentes, mais qui se ressemblent. Par exemple, dans les formations, il y a souvent des exercices à corriger.
l'IA peut très bien améliorer ça. Ouais. Et pareil, on parlait du process de qualification d'un prospect. Ouais. Ça, les agences, partout. c'est leur sujet. Ouais. Et vous me disiez aussi que vous aviez envie aussi de potentiellement trouver des métiers dans lesquels il y avait des fonctionnalités à aller chercher et à creuser. Complètement. Et là, justement, j'ai découvert avec un de mes nouveaux clients toute la profondeur, disons, d'une formation. On n'est pas sur forcément un organisme de formation, c'est plus des formations dites hybrides, donc avec une communauté, avec des cours, avec des lives réguliers. Et c'est là où on a vraiment des sujets intéressants à faire. Donc c'est un peu ça que vous cherchez à l'heure actuelle, c'est-à-dire des clients qui ont un domaine d'activité fort et dans lequel vous allez pouvoir creuser finalement et rechercher de la valeur. Donc c'est un appel aux différentes personnes qui se sentiraient concernées, qui auraient envie de... Si vous avez bien vérifié que votre offre avait du potentiel et que vous voyez qu'il y a du temps à gagner, c'est parti. Il y a aussi la formation, puisque en fait, vous vous formez aussi. Donc il n'y a pas que le monsieur qui parle dans la publicité qui fait des formations. Si on veut mettre... D'abord, avant d'aborder votre formation, mais si on veut se mettre le pied à l'étrier, c'est pas mal de commencer par des trucs de YouTube, non ? Oui, complètement. Moi, j'ai toujours tout appris par YouTube. En fait, la formation, quand on prend une formation, c'est plus un accompagnement quand on a besoin d'un cadre. Et on peut aller d'ailleurs sur votre YouTube, sur votre chaîne, qu'on mettra en ressources. Complètement. Donc la mienne, peut-être qu'elle est un peu technique pour démarrer. Ah, d'accord. Donc j'en renverrai peut-être vers des contournements. Contournement.io. Contournement.io. Aussi, pour aller plus sur l'IA, il y a AI Corner. De Lionel Louis, qui fait aussi du très très bon contenu. On mettra aussi en ressources. Et il y a la vôtre, du coup, la No Code Hero Academy, qui a pour en plus... c'est là où on retrouve votre plaisir de gamifier et de faire du jeu vidéo. Vous gamifiez l'apprentissage. Et donc comment ça, pareil, ça se passe comment ? C'est quel déroulé ? Alors le déroulé, c'est sur 4 semaines et tout va être très très pratique. En général, je reprends les missions, j'anonymise les missions que j'ai eues de mes clients pour travailler sur des cas vraiment concrets. Et il y a des petites cartouches de connaissances théoriques, toujours un peu gamifiées, donc dans un petit quiz. En fait, ça va être des batchs de peut-être 10 personnes. On se rassemble un certain nombre de fois par semaine. Donc c'est dans un temps précis, c'est pas en ligne. Non, c'est dans un temps précis. Et là, on va sur votre site pour voir quelle est la prochaine session qui commence, c'est ça ? C'est ça. Donc là, la formation est en refonte. Donc la prochaine, ce sera cet été 2025. D'accord. Et mais sinon, vous pouvez aller sur le site nocodehero.fr ou bien directement me voir sur LinkedIn aussi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Très bien. Il y a donc du coup l'agentification qui arrive à grands pas. L'IA qui devient capable d'actionner des choses. Comment vous voyez le mariage, là ? No-code, agentification, est-ce que vous avez déjà des choses en tête ? C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement et on le voit d'ailleurs dans toutes les personnes qui étaient même prestataires no-code. Tout le monde commence à faire un peu d'IA parce que finalement, dans les enchaînements qu'on faisait, c'est une brique qui permet de faire plein de choses hyper nouvelles, hyper intéressantes. Maintenant, on peut analyser de l'image super facilement pour se rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo, il y a tel ingrédient. Derrière une autre brique, trouve une recette à partir de ces ingrédients. En fait, c'est super fluide à quel point il n'y a pas de peur de l'autonomie du truc ? Il y a beaucoup cette crainte que les agents vont prendre le contrôle la liberté. Et qu'après, plus personne n'aura plus rien à faire. On a encore... c'est vrai que ça va très vite, quelques années avant que ça arrive, mais bon, pour l'instant... Je sens que votre habitude du process et de l'étape qui, du coup, est validée fait que vous êtes assez sûr de vous en vous disant, attendez, moi, l'IA, avant qu'il fasse quelque chose, je vais à chaque fois lui demander si... il me demandera si je dois aller plus loin. D'ailleurs, c'est un peu ça qui vous rassure, finalement. Complètement. Dans l'IA, il y a une part de probabilité. Oui. Et ça, quand on a besoin d'un résultat à 100% correct... Pour passer de 80% de résultats corrects à 100%, il y a une énorme étape d'entraînement. Ça veut dire qu'on va lancer cette première étape, on va le faire tester à des utilisateurs et on va avoir quelqu'un derrière
qui va dire est-ce que l'IA s'est trompée, est-ce que l'IA s'est pas trompée. Et on va l'entraîner en continu jusqu'à atteindre un score acceptable, mais c'est énormément d'efforts. Merci beaucoup pour tout ce panel et ce voyage à travers le no-code et l'IA. C'est déjà fini, Maurice, ça va très vite cette émission. Ça va très vite, comme l'IA. Je suis sûr que vous avez donné envie aux auditrices et aux auditeurs d'aller plus loin avec le no-code, j'en suis certain. Donc, ils vont voir sur nocode-hero.com ou .fr, je crois que ça marche aussi. Et puis sur votre LinkedIn pour soit vous demander un accompagnement stratégique, soit effectivement bientôt le retour de votre formation pour les plus aguerris, ceux qui voudront aller plus loin. Merci beaucoup, Maurice. Avec plaisir et merci encore une fois de m'avoir accueilli. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Cause Commune. À bientôt.